Eh bien bonjour, bienvenue dans ce Diagonale TV spécial championnat du monde et encore avec Jean-Luc Chabanon, notre invité décidément super championnat. Voilà, oui, très intéressé par ce championnat. Toujours suivi ce championnat, notamment qui est suivi aussi sur ton site Échec Academy. Oui, donc on parle à fond du championnat évidemment, donc on suit l'événement de près. Voilà, donc championnat du monde. Alors on a vu les parties 9 et 10, superbes. On peut dire que Topalov prend l'avantage et tout de suite après il se fait contrer. Voilà, exactement. Donc Topalov qui est bien remonté. Bon, il a quand même toujours ce point, cette fameuse partie manquante. Donc on ne connaît toujours pas la véritable issue, quoi. On ne sait pas ce que. Je crois que légalement pour la FIDE en tout cas elle est admise comme forfait. Donc voilà, pour la FIDE en tout cas c'est comme ça. Après, pour la FIDE après ça sera quelque chose qui risque de passer devant les tribunaux si Kramnik perdait le match. Oui, voilà. Mais même s'il le gagne, je pense qu'il va puisqu'il l'a dit de toute façon qu'il entamera une procédure en justice. Mais même s'il le gagne, il peut protester sur le fait qu'on l'a mis devant un fait accompli. Voilà, quoi. Donc je pense que c'est possible. On peut noter que notamment dans le football, ça arrive que des fois des résultats soient inversés par les tribunaux. Oui. C'est déjà arrivé, je veux dire, c'est pour des raisons Oui, donc pour les échecs, pourquoi pas. Hein. Ouais, voilà, c'est possible. Hein. Ce serait possible. De toute façon, Kramnik a quand même proposé une solution qui est quand même assez juste et assez intéressante pour les spectateurs, pour la fédération, pour le jeu d'échecs. C'est de continuer le match à fond. Et après de voir ça devant les tribunaux. Voilà, c'est-à-dire mais en n'acceptant pas le résultat de la 5. Voilà. C'est-à-dire qu'il continue mais sous protestation. Alors, résultat, on arrive maintenant à la 11e partie, donc on arrive à la fin du match, toujours égalité. Donc si les deux hommes n'arrivent pas à se départager d'ici la fin, il risque d'y avoir des tie-breaks, ce qui serait unique dans l'histoire des championnats du monde, en tout cas classique. Oui, c'est vrai qu'en match de 12 parties comme ça, on n'a jamais vu de tie-break. On en a vu un en match de 6 parties, il me semble, entre Anand et Karpov à l'époque. Oui, tout à fait. Et puis c'est tout, quoi. Je veux dire, sinon, on a vu évidemment des tie-breaks dans les matchs des championnats du monde récents de la FIDE, puisque c'était des micro-matchs, mais là... on n'en est pas là en tout cas pour l'instant, il reste encore 2 parties. Oui. Topalov les blancs. C'est la 11e. Alors, quelle va être la stratégie de Topalov maintenant pour cette 11e partie? Est-ce qu'il va essayer de gagner absolument? Il va essayer de passer et de terminer ce match en gagnant? Est-ce qu'ils vont vraiment prendre des risques à ce moment-là du match, alors qu'il reste 2 parties? C'est ça la question. Topalov va tenter quelque chose. Oui. Il va essayer de surprendre, encore une fois, son adversaire par quelque chose de nouveau, puisqu'il a joué toujours c'était quand même le joueur le plus innovant de ce match. Il faut voir que les nouveautés de Topalov sont parfois bonnes, parfois moins bonnes. Donc là, est-ce qu'il a encore quelque chose, est-ce qu'il a une arme secrète à sortir? On va le voir. Alors on va le voir. Dernière fois pour Topalov pour avoir les blancs dans ce match. On voit tout de suite le début de cette partie avec, toujours pareil, D4, D5 et après C4, toujours la défense slave. Décidément, c'est la variante de ce championnat du monde, la défense slave des deux côtés. Et voilà, donc on va continuer le début puisqu'on en a déjà parlé plusieurs fois dans les parties précédentes. Cavalier F3, cavalier F6. Et là, il choisit la variante avec E3. Donc toujours pour évidemment reprendre ce fameux pion en cas de prise avec le fou. Oui, Topalov qui répète quand même sa victoire de la 9e partie. Donc il répète exactement la même ouverture. Donc déjà, comme on l'avait indiqué dans la 9e partie, là les noirs peuvent jouer soit fou F5, soit A6. Donc ils peuvent mettre le fou sur la case F5. Donc soit fou F5, voilà, soit pion A6. Soit A6. Et voilà, Topalov a envie de voir si Kramnik va répéter le coup qu'il avait fait perdre. Voilà, qui lui a fait perdre la 9e partie. Alors on va voir. Eh bien oui, Kramnik joue au fou F5. Et après cavalier C3. E6, on retrouve exactement la même variante. Alors, cavalier H4, classique aussi, hein, c'était toujours la même idée, c'est-à-dire que dans cette partie-là, il y a eu échange sur cette case. On avait tout simplement décidé de se débarrasser du fou, puisque le fou sur F5 contrôle bien les cases centrales. C'est un fou qui est puissant. Qui est assez puissant. Donc cavalier H4, un coup qui est un peu curieux pour les débutants, mais dans cette position, ça fait partie de la théorie, puisqu'on veut se débarrasser du fou. Alors on retire le fou
pour reprendre du pion H en cas de prise. Et après, cavalier prend G6, effectivement, H prend G6. Alors, on a échangé le fou. L'avantage pour les noirs, c'est que ce fou est sorti. Il vaut mieux, à la limite, l'avoir échangé que l'avoir gardé derrière avec une structure de pion qui l'enferme. Et ils ont aussi ouvert la colonne H qui peut-être jouer un rôle. Mais c'est pas facile à exploiter quand même. Hein. Voilà. Bon, tout ça, c'est déjà vu. Hein. On l'a déjà vu. C'est la partie de la 9e partie. Et là, donc, tour B1. Tour B1, voilà. Donc, la 9e partie qui s'était continuée par le coup A3. Donc, on va le voir. Donc, la 9e partie, au lieu de tour B1, on a eu le coup A3. Voilà. Qui a empêché notamment fou B4. Et A3, donc, qui était aussi destiné à laisser, puisque j'avais expliqué la dernière fois que l'ancien coup habituel dans cette position, c'était G3. G3, donc au lieu de G3 et sur cavalier G3 et sur cavalier D7, donc fou G2. Donc on laissait les noirs prendre le pion C4, ce qu'ils faisaient d'ailleurs. Et maintenant, quand même, on voit que les blancs s'intéressent à d'autres coups, n'ont pas envie de laisser la prise en C4, donc il joue soit A3, là Topalov a essayé tour B1, mais toujours finalement pour garder ce fou sur la case F1 pour l'instant. Il veut garder ce fou ici, voilà. Il ne donne pas l'adresse, en tout cas il varie, donc c'est le premier à varier. Voilà. Hein, c'est le premier qui change. Bon, il avait gagné avec A3, mais bon, il s'est dit que Kramnik a dû préparer quelque chose. Plutôt que d'essayer de voir ce qu'il a préparé, en fait, je préfère le surprendre et jouer plutôt sur la dynamique du match que sur les ouvertures finalement. Oui, surtout que c'est une position extrêmement classique. Donc c'est vrai que la dernière fois, le plan avec A3 semblait extrêmement fort, mais dans un match comme ça, il faut savoir que les joueurs ont toute une équipe derrière eux et ont probablement trouvé une solution. Et bon, quand je dis position classique, on voit quand même que même si les blancs ont un centre avec D4 et C4, avec les deux pions centraux, les noirs ont la possibilité donc de bien contester le centre par D5, C6 et E6. Ils consolident aussi leur défense au centre par 3 pions centraux et ils peuvent développer leurs pièces, même s'ils n'ont pas la paire de fous, ils peuvent développer facilement le cavalier B8 et le fou F8, donc sortir leurs pièces. Ce cavalier et ce fou, il n'y a pas de problème effectivement pour les sortir, ils ne sont pas bloqués. Alors, après cavalier BD7, eh bien, Topalov choisit donc un plan un peu différent. Donc il joue C5. Voilà, donc ça c'est une grande surprise dans cette partie. Structure intéressante. Alors on se dit toujours que ce genre de structure, alors ça paraît intéressant, on essaie d'étouffer finalement l'adversaire. Hein. Oui, et puis là, il tente d'étouffer ce fou. Il annonce son intention de jouer à l'aile dame. Et il veut jouer B4. Il veut jouer B4, B5. Et B5 pour casser la structure ici, cette structure de noire, sur case blanche. Et par contre, ce qu'on peut noter pour les noirs, c'est que ce coup-là leur donne les possibilités de rupture de l'autre côté. Oui. Une fois que la chaîne est bien stabilisée, on peut faire ce genre de rupture. Donc il y a E5 qui est possible. Voire même le coup, des fois, B6 aussi, qui peut essayer de casser l'avant-poste, mais qui est un peu plus difficile à placer puisque B4 renforcera l'avant-poste. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est les deux possibilités quand même de rupture qu'ont les noirs. Et les blancs, oui, eux affichent clairement la couleur. B4, B5, c'est leur idée. Et là, donc Kramnik, justement, joue tout de suite A5, qui est un coup logique. Voilà, on empêche tout de suite B4, c'est-à-dire que maintenant, pour jouer B4, eh bien, il faut d'abord jouer A3, sinon il y a échange ici. Oui, donc A5, un coup qui permet, bon, il va pas pouvoir éviter B4, hein, de toute façon. Là, les blancs vont pouvoir jouer, d'ailleurs, le coup qui a été joué A3. Donc A3 est joué normal. A3 toujours pour jouer B4. Pour jouer B4. Mais dans ces cas-là, les noirs pourraient échanger le pion A5 contre le pion A3 et ouvrir ainsi la colonne A pour la tour. Donc on s'est au moins ouvert la tour. Voilà, donc au lieu d'avoir la tour passive. La tour qui pourrait contrôler toute cette colonne A. Voilà, au lieu d'avoir une tour effectivement passive, elle devient active et peut jouer un rôle, quoi. Peut toujours intervenir dans le match à l'aile dame. Voilà. Et là, alors ce que je disais tout à l'heure, c'est que la possibilité de rupture centrale tout de suite, elle existe. Et voilà, Kramnik saute dessus tout de suite. Il joue E5, voilà, pour se donner un peu d'air et commencer à mettre pression un peu sur la chaîne de pions blancs ici. Voilà, donc maintenant, il va peut-être pas prendre tout de suite, mais c'est dans l'air maintenant de pouvoir faire des échanges ici. Et donc, il faut que les blancs fassent un peu attention à cette possibilité. Évidemment, la prise du côté blanc en E5 est hors de question. Oui, tout à fait. Ça affaiblirait le pion C5. E5 est le coup standard dans cette position. Hein. Quand les noirs n'ont pas envie de faire comme ils ont fait dans la 9e partie, c'est-à-dire être étouffés au centre. Donc E5 est la seule réaction possible, donc il faut la faire. Il faut la faire tout de suite. Alors maintenant, B4, logique. Et après, pion prend B4, pion prend B4. Donc la fameuse colonne de la tour A8 qui maintenant est dégagée. Donc la tour qui pourra jouer plus tard. Sur la colonne A. On voit très bien que maintenant cette tour est active, donc c'est la compensation qu'ont les noirs. Et maintenant Dame C7, un coup
un peu tranquille de Kramnik ici. On met la dame sur une case ici en C7 où elle a un petit œil sur E5. Aussi, elle protège un peu les pions noirs. Oui, Ils la peuvent dame être C7, attaqués. non, la dame C7 qui surtout a un rôle beaucoup plus important, c'est que là quand même Kramnik menace de prendre le pion H2. C'est-à-dire que là, dans cette position, avec la dame en C7, il attaque le pion H2, avec la tour H8 aussi. Ah, voilà, donc Et, empêchant un petit roc. Et donc là, il y a une menace directe. Il veut tout simplement prendre, avec le pion E5, il veut prendre le pion D4. Oui, alors si les blancs, par exemple, ne Bon. voyaient pas cette menace, imaginons qu'ils jouent, par exemple, le Fou fou E2. E2. Voilà, donc dans cette position, les noirs prennent le pion D4. Voilà. Pion après, prend, ou pion dame prend. prend, et là, tour prend H2, gagne Et le pion. maintenant, tour prend H2, puisque la dame protège le pion G. Donc ça crée une menace aussi tout de suite. Ça crée une menace, et donc il développe sa dame, mais c'est surtout pour se créer cette menace et provoquer un petit affaiblissement sur l'aile droite des... Oui, c'est-à-dire provoquer des noirs. G3, par exemple. Provoquer G3 ou provoquer H3. Ou H3, voilà, essayer de obliger les blancs à jouer un coup de pion. Et là, Topalov, il prend les grands moyens à ce moment-là, Oui, puisqu'il joue carrément F4, assez surprenant. Il oblige les noirs à prendre une décision à leur pion E5 et il bouche en même temps la grande diagonale, j'allais dire la colonne. Non, c'est une diagonale. Il bouche la diagonale de la dame et on voit que ce pion F4, heureusement, est protégé non seulement par le pion E3, mais aussi derrière par le fou. Voilà, donc il n'est pas en prise, mais bon, c'est un coup qu'on n'a pas trop envie de jouer, quoi, en fait, dans ce genre de position. oui, mais peut-être qu'il avait peur aussi que les noirs... il avait peur peut-être que les noirs jouent tout simplement sur cette colonne, sur cette diagonale, et puis peut-être pousse E4, un de ces quatre, quoi. Je veux dire, je poussais le pion E5. C'est eux-mêmes E4. Oui, Voilà. pousser le pion E5 et jouer avec un peu plus d'activité à l'aile droite. Alors que là, si les noirs jouent E4, avec un pion F4, les blancs pourront plus tard jouer G4. On peut jouer G4 et peut-être après G5, F5, voilà, on peut créer des ruptures. En tout cas, ou préparer F5, quoi. Jouer fou E2, petit roc et préparer F5. On peut préparer F5 maintenant que le pion a passé le Voilà. Rubicon. Hein, c'est-à-dire que si les noirs jouent E4 avant qu'on joue F4, il y a toujours la prise en passant, la fameuse prise en passant, la prise sur la première case du pion qui aurait été possible. Mais là, ça ne le devient plus, donc il faut prendre une décision. Et Kramnik choisit tout simplement la prise en F4, pion prend F4, et maintenant de continuer son développement par fou E7, tout simplement. Kramnik réussit, bon, mais il a ouvert cette colonne, à voir si ça peut lui être intéressant, si ça peut être intéressant ou pas. Et puis il a quand même mis encore un pion sur noir, ce qui affaiblit ce fou. Hein. Oui, non, là pour l'instant, bon, il continue maintenant son développement. Il a provoqué un affaiblissement, mais il doit se développer. Il va falloir qu'il place son roi à l'abri rapidement. À noter qu'il a les colonnes ouvertes, c'est-à-dire qu'il a la colonne A ouverte et la colonne H semi-ouverte Oui. pour ces tours qui sont plus actives que cette tour-là, par exemple. Cette partie commence mieux que la 9e de toute façon. Voilà, pour lui en tout cas. Après, fou E2, cavalier F8, eh bien un petit replacement de cavalier. Donc très certainement, s'il a joué cavalier F8 Kramnik, c'est qu'il veut l'amener en E6. Oui, donc cavalier F8, c'est un coup très important encore, un coup stratégique très important. On voit que Kramnik ne fait pas le petit roc immédiatement. Il attend. Voilà, il attend et il arrive quelquefois aux échecs que lorsque le roi n'est pas vraiment en danger, puisque là le roi E8 qui est face à un roi n'est pas en danger, il n'y a pas de tour en face sur la colonne E. Il n'y a pas de tour et puis il y a, Voilà. Il n'y a pas de possibilité d'attaque directe sur le roi noir. oui. Donc Kramnik avec les noirs décide de placer directement son cavalier D7 sur F8 pour aller sur la case E6 et mieux contrôler les cases centrales. Donc ça D'accord. c'est très important. Alors on peut noter que ce cavalier en E6 sera superbe puisqu'il attaquera 1 le pion D4 et 2 aussi le pion F4 et notamment surtout le pion D4 peut-être qui est quand même la petite faiblesse du côté blanc. Oui, il sera beaucoup mieux que sur la case D7 de toute façon. Il sera beaucoup mieux que sur cette case-là puisqu'il attaquera des pions ennemis potentiellement en prise. Alors que si Kramnik avait joué petit roc, il aurait dû, au lieu de jouer cavalier F8, s'il avait joué petit roc, il aurait dû jouer à nouveau un coup de tour avant de libérer la case F8 au Ouais, cavalier. il aurait fallu jouer tour E8 et ensuite cavalier F8. Donc il préfère le faire tout de suite, Ce qui lui permet de gagner un temps. d'où l'idée de cavalier F8. Et après petit roc, il met effectivement son cavalier sur la case E6. Et on voit tout de suite qu'il est bien placé ce cavalier, puisqu'il fait pression un peu sur les pions blancs. Bon, pas trop le pion F4 qui est bien protégé par la tour et le fou. Pardon, la tour et le fou. Mais ici, ce pion D4 quand même qui quand même est un tout petit peu faible. Maintenant qu'il est attaqué par ce joli cavalier, qui est un beau cavalier qui en plus ne peut pas être délogé facilement par F5, puisqu'il y a le pion G6, qui Oui, protège tout à bien fait. la case. Hein. Faudrait s'affaiblir par G4 par exemple, G4 et F5 pour essayer de le déloger, mais ça serait affaiblir le roi blanc. Alors on voit qu'après d'ailleurs c'était une possibilité de jouer G4 tout de suite. C'était une possibilité. Oui, tout à fait. Il aurait pu, Topalov, tenter le coup G4. D'ailleurs on peut dire que tout le monde s'attendait à ce coup-là dans le direct de cette partie.
parce que là on ne vous cache pas qu'on n'est pas en direct, qui est un coup typiquement dans l'esprit de Topalov, mais bon, Topalov était beaucoup plus prudent et il a joué plus calmement. Le coup G3, consolidant son pion F4. Et alors, quelle peut être l'autre idée de ce coup G3 ça ressemble à un coup d'attente, de consolidation. Mais en tout cas, c'est pas très très actif. C'est pas très actif, mais au moins la dame C7 maintenant Cette dame est muselée. Elle ne sert plus à rien sur la grande diagonale, en tout cas sur la diagonale B8 H2. Voilà, on a créé un mur face à la dame adverse sur ces cases noires et on ne passera plus jamais avec les noirs. Voilà, le roi blanc est assez solide pour l'instant, donc maintenant... C'est-à-dire que cette colonne semi-ouverte, effectivement, et cette tour est un peu active, mais avec ce genre de disposition, notamment de pions, c'est très difficile de créer des menaces, quoi. Oui, non, c'est clair. Et puis en plus, là, après un coup comme G3, il pourrait développer son fou sur la case F3, éviter cavalier prend F4 par exemple. Voilà, ici, pour éviter cavalier F4, qui sera attaqué deux fois par la dame et le cavalier. Dame et cavalier contre simplement le fou, une fois que le fou, ici, aurait bouché cette tour, la tour F1. Donc voilà l'idée de G3, on consolide très bien le pion, le point F4, le pion F4. Mais en tout cas, ça montre que Kramnik, qui dans ce match a joué très solide, finit par quand même impressionner psychologiquement son adversaire, puisque là, Topalov joue dans un style qui n'est pas vraiment le sien. Là. Il se rend compte qu'on ne peut pas passer comme contre Kramnik, comme on veut, que contre les autres joueurs du tournoi de San Luis, voilà. où il avait écrasé tout le monde. Donc finalement, il est un petit peu, il est un petit peu influencé par le style de jeu de son adversaire et il se met à jouer des coups un petit peu plus solides. Un peu plus prophylactique, un peu plus positionnel. Exactement, donc G3, Dame D7. Dame D7, donc alors... Ça, c'est un coup typiquement positionnel, ça, Jean-Luc. C'est-à-dire qu'on est dominé sur case noire maintenant, que c'est bien protégé. Donc on met la dame sur case blanche, et elle a un petit œil par exemple sur H3, en liaison avec la tour. Elle est mieux placée, puis ça permet aussi de replacer le cavalier en C7. Voilà, donc, mais essentiellement donc, un coup positionnel, mais un coup aussi tactique, puisque la dame en D7 prend toutes les cases, toutes les diagonales qui sont bonnes pour elle, la dame D7. Donc il y a besoin de cette diagonale C8 à H3 elle s'exprime. Voilà, elle s'exprime plus qu'en C7, où là elle ne servait plus à grand chose. Elle était bouchée maintenant que les blancs avaient placé leur pion sur case. En plus, très important, le genre de petit coup important à connaître. Le genre de petit coup important, et dans cette position, Kramnik montre quand même à Topalov qu'il est dans son élément. Il est dans son... Exactement. Tout à fait. En plus, avec Dame D7, on va voir qu'il y a une petite astuce tactique qui va se rajouter, qui se rajoute donc à cette menace Dame H3. Alors on va voir. Donc Dame D3 pour Topalov. Donc là, il sort sa dame de la première rangée pour la mettre en D3. Pourquoi pas? Bon, c'est un coup de développement, on peut dire. Ah oui, de toute façon, la Topalov, il faut qu'il coordonne ses tours, donc il faut qu'il termine son développement. Il veut lier ses tours, Topalov. Donc il a mis la dame sur une case... Contrôle les cases centrales. Voilà, à noter qu'il contrôle avec sa dame et son fou ici de case blanche, les cases de couleur opposées, ça c'est important aussi à noter, à celles de ses pions. Ces pions, eux, contrôlant, les cases noires. Donc on le voit bien ici. Donc il y a complémentarité des pièces. Voilà, ça fait beaucoup de couleurs, mais justement ça montre que les blancs ont un œil sur toutes les cases. Exactement. Cavalier E4, sacrifice. Alors cavalier E4, voilà donc la grande idée du coup Dame D7. Donc la grande idée du coup Dame D7, c'est donc ce sacrifice de pion, qui n'en est pas un d'ailleurs. On va le voir tout de suite d'ailleurs, parce que c'est ce qu'a joué Topalov. Cavalier prend E4. Donc Topalov qui prend le pion, voilà. Pion prend E4. Dame prend E4. Dame prend E4 et maintenant échange. Kramnik, c'est son truc, j'échange tout et je fais nul. Donc c'est ce que veut faire Kramnik. Je dirais même plus que dans cette position, Kramnik échange tout et finalement pose une question, puisque bon actuellement là on a souvent ce grand débat entre la paire de fous et cavalier, entre les pièces paire de fous et fou cavalier. Et en général la paire de fous est supérieure, mais on va faire un bilan peut-être. On va d'abord regarder l'échange, après Dame prend B4. Je voudrais juste revenir en arrière d'abord. Ah d'accord. Je voudrais juste revenir après le coup cavalier E4 quand même. Cavalier E4. Voilà, donc juste un demi-coup plus tôt. Voilà, donc quand les noirs jouent cavalier E4, la menace est claire. Les noirs ont quand même l'intention de jouer le coup F7, F5. Ah, ils veulent verrouiller tout à fait la position, complètement verrouiller. C'est pour ça que tout ce qui suit est forcé. Tout ce qui suit est forcé, sinon on accepte la nulle, quoi, finalement. Au moins, et même peut-être gros avantage noir. Oui. Peut-être plus. En tout cas, avoir un cavalier sur E4 soutenu par un pion D5 et un pion F5, c'est très fort. C'est quand même plutôt une bonne chose. Surtout qu'après, le fou E7 viendrait sur la case F6.
et pour attaquer pilonner le pion D4, D4. et Voilà. puis on pourra avoir des ruptures avec G5, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Plein de bonnes choses. Ouais, donc il vaut mieux. Donc Topalov est un peu obligé quand même de rentrer dans ses darons. Donc après, pion prend E4, dame prend E4, dame prend D4 échec, dame prend D4, cavalier prend D4. Et ensuite, fou C4, voilà, on peut dire un premier bilan. Donc beaucoup d'échanges de la part de Kramnik qui se rapproche de son objectif. Il a les noirs, c'est de faire partie nulle, c'est évident. En tout cas, c'est un bon résultat avec les noirs de faire partie nulle, c'est sûr. Mais là, par contre, donc, on arrive dans une finale où les caractéristiques, c'est la paire de fous pour les blancs. Oui. Mais un problème, on peut dire essentiellement sur ce fou ici, C1, qui est pour l'instant complètement bouché par ses propres pions. Un fou qui est complètement bouché par ses propres pions et Donc, passif. Et en face, donc le duo fou-cavalier est assez efficace puisque quand même le cavalier en D4, si on regarde toutes les cases qu'il contrôle, c'est-à-dire la case, On peut montrer ces oui, quatre. la case F3, E2, C2 et B3, bon il en contrôle d'autres, mais c'est quand même des cases qui sont, et la case B5 aussi, qui sont quand même toutes, qui font partie de la stratégie du jeu des blancs dans cette position. Donc un cavalier qui rayonne. Vraiment, On peut dire que c'est un cavalier qui rayonne. Très beau cavalier quoi. Très beau cavalier. On peut dire que ce cavalier prend des cases au fou et que ce fou, il est un peu mort. Donc Kramnik a estimé que le désavantage de ne pas avoir la paire de fous était compensé par une meilleure activité de ses pièces, une meilleure complémentarité de ses pièces face aux deux fous ennemis. Voilà. Et puis donc on va voir que... Alors ça faut quand même être un joueur de niveau de Kramnik pour voir ce genre de différence par rapport à la règle générale qui est que la paire de fous en général est meilleure en finale. Il faut être un joueur du niveau de Kramnik, oui, en général pour bien évaluer, mais il y a quand même de forts amateurs et des joueurs de club qui sont habitués à ce genre d'estimation. Oui, d'évaluation, puisqu'il y a des ouvertures aux échecs, comme la défense Nimzowitsch, qui donne au bout de 4-5 coups la paire de fous. Oui, donc, il y a des ouvertures comme ça que tout le monde joue, qui sont très populaires. Ouais. Et donc les gens essayent d'apprendre. C'est très difficile pour un amateur de bien comprendre, mais essayent d'apprendre ce qu'on peut faire avec fou et cavalier contre paire de fous. Ce genre d'idée, donc, on peut dire au niveau historique, ça date à peu près des années 30. Donc c'est des joueurs comme Nimzowitsch qui ont inventé ce genre de concept. Ça fait un petit peu partie de ce qu'on appelle les principes hypermodernes aux échecs. Voilà, donc on donne la paire de fous, mais c'est pas grave, on essaie de faire jouer certaines pièces, on essaie de trouver d'autres éléments que les éléments les plus concrets qu'il y a dans une partie d'échecs. Voilà, en tout cas, voilà le genre d'estimation qu'on peut faire et qui peuvent donc changer la règle générale qui est que la paire de fous domine les pièces adverses. Dans cette position, c'est pas très clair puisque ce fou donc, est bouché et ce fou-là est dominé par un cavalier très bien placé qui contrôle effectivement beaucoup de cases. Donc on va voir la suite après petit roc et roi G2. Et bien tout de suite Kramnik pointe du doigt les faiblesses de la position blanche et il joue le coup tour A4. Voilà, sa tour qui était active sur la colonne A, maintenant devient encore plus active puisqu'elle fait pression sur le pion B4 et on voit que eh bien, ça oblige les blancs à être passifs en défense sur ce pion. Ah oui, le fou C4 défend la case A2 pour éviter que la tour s'active trop. La tour B1 défend ce pion B4 qui ne peut pas avancer. Il ne peut pas avancer puisque le pion C5 serait en prise. Et le fou C4 serait... Et en plus, le fou C4 est en prise par transparence. Donc on voit que tout est en prise. Donc ça bloque vraiment les blancs. Ce coup est bien vu, il augmente la pression tout simplement. Il dit voilà, en fait tu vas voir qu'en fait c'est moi qui ai le dynamisme dans cette position. C'est moi qui avais la colonne ouverte, je m'en sers tout de suite, je te mets la pression sur le pion B4. Et tu as des soucis tout de suite. Exactement. On voit d'ailleurs Topalov qui maintenant joue par le coup tour D1 et bien veut se débarrasser de ce cavalier qui le gêne. Et tout simplement Kramnik le garde au centre avec tour D8. Voilà, non, je ne bougerai pas mon cavalier. Et après fou E3, eh bien Kramnik reprotège son cavalier par fou F6. Évidemment, il veut garder ce très beau cavalier central. Ici, qui rayonne, comme on l'a dit, qui tient beaucoup de cases intéressantes. Alors, un petit piège quand même, là, j'ai quand même noté un petit piège, je vais juste montrer un petit peu aux spectateurs. Donc, c'est un piège assez amusant. C'est qu'au lieu de jouer le coup fou F6, les noirs auraient pu essayer d'être un petit peu plus agressifs en jouant le coup cavalier C2. Cavalier C2, donc, qui a l'avantage d'attaquer le fou E3 et d'attaquer le pion B4. Donc, le pion B4 qui se retrouverait attaqué donc, deux fois par le cavalier, mais aussi par la tour. Oui. Donc après cavalier C2, il y a une astuce, c'est que on échange une paire de tours, tout simplement. Il faut prendre des 8. Voilà, donc le fou qui est attaqué sur la case E3 revient donc sur la case F2. Tout à fait. Voilà, donc là maintenant on peut prendre le pion B4. Et si on le prend donc avec la tour,
Donc si on le prend avec la tour, ce qui est le coup principal, parce que si on le prend avec le cavalier, ça reste quand même assez compliqué. Ça reste pas bon, j'ai l'impression. Voilà, Il y a donc fou B3. Si on le prend avec la tour, donc ce qui se passe dans cette position, c'est qu'après l'échange des tours, on a gagné un pion. Oui. Mais là, il y a une astuce, il y a une pointe tactique, donc c'est fou B3. Alors l'idée de fou B3, c'est assez amusant. On attaque le C'est cavalier. que dans cette position, le fou B3 attaque le cavalier. Donc le cavalier va devoir bouger. Il doit bouger. Le cavalier vient par exemple en A3 ou en D4. En D4, ouais. Et là, le fou qui est sur la case B3 va prendre le pion en F7. Avec échec. Donc il va prendre le pion sur F7 avec échec, attaquant Donc le ça roi. s'appelle une attaque à la découverte. C'est une attaque à la découverte, puisque la découverte, on la cache pour l'instant. Le roi prend le fou, et maintenant la découverte, on la montre. Donc la découverte que tout le monde n'a pas forcément vue, c'est qu'en bougeant, en quittant cette case-là, le fou donc, a libéré l'attaque de la tour par l'autre tour, et on peut tout simplement manger la tour. Voilà, tout simplement. Donc on a gagné une tour contre un fou, sans compter qu'il y a des problèmes tout de suite avec ce cavalier. Alors, à noter que c'est un peu la même chose, Jean-Luc, alors fou F2, si on reprenait du cavalier, on pourrait retrouver un peu la même variante, puisqu'après fou B3, la tour doit bouger, par exemple en A5, et hop, on peut refaire la même variante après, avec fou prend F7, échec. Ce serait moins grave là, mais on peut Ouais. le refaire, on peut le refaire également. Peut-être même je suis en train de me dire tour A5 a l'air même pas bon, puisqu'il y aurait fou E1, Jean-Luc, fou E1 carrément, attaquant le cavalier et la tour derrière. Donc ça poserait des gros problèmes, puisque sur tour B5 qui protège les deux, on a la même variante. Ici, fou prend, tour prend, et enfin fou prend F7, toujours pareil, et après il reprend, tour prend tour, et là c'est gagné. On peut dire que la position est gagnante. Et dernière variante peut-être à voir, donc en cas de cavalier, si la tour donc, ne va pas en A5, il faut lui trouver une autre case, donc, par exemple en A3. Et dans ce cas-là, on ferait quand même fou prend F7, et après roi prend, tour prend B4, attaquant tout de suite le pion B7, qui obligerait la tour sans doute à revenir sur une mauvaise case en A7 très passivement. Voilà, donc une possibilité aussi, donc qui aurait pas, voilà, qui ne marchait pas, le coup cavalier C2 donc ne marche pas, donc c'est important, donc c'est pour ça que Kramnik joue fou F6. Voilà, Et donc, évidemment, il avait dû calculer tout ça. Hein. oui, il a calculé tout ça, mais ce qui compte, bon, c'était juste un exemple tactique. Bon, voilà, on voit la différence de calibre entre les deux joueurs. Il y a un joueur qui est un tacticien et qui est un attaquant, et l'autre joueur qui est un grand stratège. Donc, Kramnik, lui, ne s'intéresse pas du tout à des choses concrètes comme ça. Il place ses pièces. C'est un spécialiste du placement de pièces, et là, il les place. Il consolide le placement du cavalier sur la case D4. On peut dire qu'à ce titre-là, c'est un héritier de Karpov. Il est vraiment dans le style de Karpov. Oui, on pourrait dire. Il ressemble plus. Enfin, on ne peut pas dire que ce soit vraiment des joueurs qui ont un style identique, bien sûr. Karpov, c'est particulier. Même Kasparov a dit qu'il n'y a que Karpov qui joue comme Karpov. Mais bon, ça ressemble plus. C'est plus. En plus sobre encore, même. Peut-être en plus sobre. Ouais. En plus sobre, Karpov, quand même, qui quelquefois fait quand même, malgré tout, de superbes combinaisons. Quand même, dans sa carrière, il a quand même fait beaucoup de choses vraiment très très élégantes. Et Kramnik est encore plus sobre, qui préfère l'efficacité et le jeu vraiment le plus simplifié possible. Le plus simplifié possible, tout à fait. Un peu à la Capablanca. Un petit peu, oui. Un petit peu. Alors là, bonne idée de Topalov, G4, évidemment. Le problème pour les noirs, c'est qu'on protège effectivement maintenant bien le cavalier, qui est bien protégé par deux pièces, mais après G4, on menace G5. Et le fou, là, il n'a plus de case. Il ne peut pas aller là, évidemment, il sera en prise. Et il ne peut pas prendre le pion, puisque en E7, il ne peut pas prendre le pion, évidemment, et s'il revient en E7, le cavalier est perdu. Donc on se dit à ce moment-là que Kramnik est obligé d'enlever son cavalier. Oui, ça c'est c'est ce qu'on se dit tout de suite. C'est ce qu'on se dit, mais ce jour-là, Kramnik a vraiment plus d'un tour dans son sac. Et il a vraiment tout prévu, quoi. Il a prévu toutes les parades à ce que pourrait faire son adversaire. Et donc, non, il joue roi F8, Kramnik. Il joue roi F8. Tranquille. Et on voit que alors, Topalov n'a pas joué G5, mais alors si Topalov avait joué G5, eh bien, Kramnik aurait joué simplement le coup cavalier F5, très certainement, qui attaque tout simplement le cavalier E3. Donc ça menace, cavalier prend E3, échec. Avec une fourchette, voilà, fourchette. Donc la fameuse fourchette. Et en cas de prise intermédiaire, on reprend du fou, et voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'attaque. Il n'y a plus d'attaque du tout, et c'est au contraire les noirs qui menacent cavalier prend E3. Voilà, le cavalier toujours bien placé sur un bel avant-poste. Donc, voilà, donc bien vu Kramnik, non, tu me fais pas peur, roi F8, à toi. Donc là, fou F2, Topalov, qui maintenant menace vraiment G5, puisque il n'y aurait plus de fou en E3. Il n'y a plus de fou en E3. Enfin, c'est une menace, mais qui est pas non plus décisive, évidemment, sur
Sur G5, si, ça peut, si, c'est difficile. Si, Non, ça gagnerait une pièce. Ça gagne une pièce tout de suite, oui, bien sûr, effectivement. Mais bon, Kramnik l'a vu et maintenant il replace, donc il fait un petit repli donc, sur la case de 6. Voilà, maintenant il joue cavalier E6, voilà, il n'a plus peur. Donc on échange une paire de tours. Voilà, les tours sont à vis-à-vis, elle est bien protégée, la tour noire, par le fou et par le cavalier. Donc après tour prend D8, Kramnik choisit de reprendre avec le fou. Oui, prendre D8. Le cavalier en E6 attaque le pion F4. J'attaque le pion F4. Et si le fou C4 prenait ce cavalier, je pense que les noirs n'auraient pas vraiment de problème en prenant du pion. On peut dire que là, même les noirs auraient peut-être... Alors après, fou prend E6, pion prend E6. Évidemment, la structure noire ici est pas très belle, mais de l'autre côté, tous les pions noirs sont sur blanc, c'est-à-dire de la couleur opposée du fou adverse, ce qui n'est pas le cas des pions blancs ici, ces pions B4 et C5. Donc on peut dire que la position serait très certainement aboutirait à une nulle assez facile finalement. Oui, la position est équilibrée. Donc alors, ici, tour prend D8, fou prend D8, et maintenant F5, Topalov met la pression maximale, il veut déloger maintenant ce cavalier qui le gêne. Décidément, il en veut à ce cavalier depuis tout à l'heure. Topalov qui croit dans la paire de fous. Il croit dans la paire de fous, il donc, essaie d'activer ses fous. Il essaye d'ouvrir les lignes, voilà. Il essaye d'ouvrir les lignes pour les fous. Il essaie d'activer au maximum ses fous, donc de libérer les pions, de faire beaucoup d'échanges pour que ces fous s'expriment à plein. Voilà, donc il ouvre les lignes. Donc, et en jouant F5, on voit qu'il ouvre clairement la diagonale pour le fou F2, donc la diagonale H2 B8. Donc le fou qui pourrait venir sur la case G3, voilà, cette diagonale-là. Cette diagonale-là est ouverte. Que le fou puisse venir en G3. Que le fou puisse venir effectivement sur la case G3, voilà une idée possible. Alors après F5, évidemment, l'inconvénient c'est que Kramnik lui reprend du pion, qui était doublé. Donc je dirais qu'il assainit sa structure de pion, qui devient tout à fait saine. Et après G prend F5 logique. Et maintenant, petit échec. Et on va voir que, il a peut-être libéré cette diagonale, mais qu'il va un peu souffrir maintenant Topalov, puisque Kramnik a trouvé un moyen de rendre ses pièces actives. Il se rapproche du roi en plus. Il se rapproche du roi, il fait un petit échec déjà. Roi F3, tout de suite cavalier H5, voilà, il revient à H5. Il a donc un œil sur G3, donc en cas de fou G3, il peut échanger ce fou. Et avec les fous de couleur opposée, c'est facilement nul. Il a aussi libéré il a ouvert la colonne, la troisième rangée. Il a ouvert cette rangée maintenant pour attaquer éventuellement le roi. La tour va pouvoir maintenant s'activer encore. Donc tour B3 de Topalov qui empêche ce coup. Voilà, qui couvre la troisième rangée. Qui couvre cette rangée. Fou C7, et bien c'est Kramnik qui prend cette diagonale finalement. Voilà, donc et pas Topalov, et qui attaque tout de suite le pion H2. Donc Kramnik qui a clairement l'initiative avec fou et cavalier contre une paire de fous. Tout à fait. Donc là, nous avons un exemple où finalement la paire de fous n'est pas la plus forte. N'est pas la plus forte. H4, Topalov, donc qui protège son pion avec le fou maintenant, donc il enlève de la prise. Et maintenant Kramnik replace ses pièces, cavalier F6. A noter que les deux pièces sont complémentaires quand le cavalier est sur la même couleur que le fou, puisqu'il contrôle les cases blanches. Donc pendant que le cavalier fait le travail sur les cases blanches, le fou, lui, fait le travail sur les cases noires. On voit la complémentarité. C'est ce que nous avions vu donc, dans la finale fou et cavalier contre roi pour mater le roi. Et on voit que ces éléments stratégiques existent également dans les milieux de jeu, enfin à n'importe quel moment de la partie. Tout à fait. Fou D3. Maintenant, cavalier D7. Donc là, c'est un replacement de pièces. On va assister à une espèce de balai de pièces pour essayer de placer les pièces sur les meilleures cases. Fou E4. Cavalier E5 échec. Donc on voit que ce cavalier est vraiment pénible. Il fait des échecs en permanence. Il a beaucoup de cases, oui. Il a beaucoup de cases. Roi G2. Et tour A2 maintenant. Voilà, la tour est très très active maintenant puisqu'elle fait pression sur le fou. La menace tout de suite des noirs, eh bien c'est cavalier G4, Jean-Luc, qui gagne tout simplement un fou. Qui gagne un fou ou qui échangerait les bonnes pièces des blancs, enfin qui mettrait les blancs en difficulté. Ils seraient obligés de défendre le fou par tour F3, ils auraient des pièces très passives tout d'un coup. Donc fou B1 logique de Topalov qui veut embêter cette tour et lui dire t'as pas beaucoup de cases finalement sur cette rangée. Donc on le voit, il n'y a plus beaucoup de cases disponibles. En fait, il n'y a que les cases D2 et E2. E2, il serait probablement attaqué par le roi. Donc il lui reste tour D2 pour Kramnik. Tour D2 et puis donc roi F1. Roi F1 quand même maintenant. Donc il veut titiller cette tour. Il voudrait. C'est pas facile pour Topalov. C'est pas facile. On voit bien qu'il a du mal et qu'il est obligé de ramener le roi d'ailleurs sur la première. Il a quand même un problème, c'est que ses pions sont
sont assez faibles finalement. Oui, Topalov a essayé d'attaquer, mais finalement Kramnik a bien compris que son fou et son cavalier étaient très forts. Mais on voit que les deux fous sont passifs, Et, ils tapent sur leur propre pion. Il n'y a qu'à comparer cette position et la position qu'on avait quelques coups plus tôt pour se rendre compte tout simplement que les Noirs n'ont qu'amélioré leur position. Ouais. On peut dire que les Noirs ont l'avantage dans cette position, les fous sont passifs, ils sont bloqués par leur pion, et ce sont les Noirs qui, avec une tour très bien placée sur la deuxième, ici, un cavalier qui peut bondir à chaque fois ici sur les cases F3, sur les cases G4 et un fou qui est complémentaire, eh bien, peuvent créer des menaces contre le roi blanc. Maintenant, contre une défense précise, on doit pouvoir s'en sortir. On va voir après cavalier G4, fou G1, donc on voit comme le fou est très passif maintenant sur ces cases G1. Et bien, un très joli coup de Kramnik, fou H2, menace, enfin propose tout simplement un échange de fous. Voilà, j'échange le dernier fou, donc il n'y a plus de paire de fous. Il n'y aura plus qu'un fou de case blanche contre un cavalier en cas d'échange. Menace tour D1, gagne un fou aussi. Menace tour D1 tout de suite, évidemment, échec. Et ensuite le fou G1 est perdu, donc il faut réagir. Ce que fait Topalov par roi E1. Voilà, il attaque la tour. Et maintenant, il faut que Kramnik trouve une solution. Et là, on peut dire que Kramnik n'a pas joué le meilleur coup, il a joué tour D5. Voilà, donc Kramnik qui avait très bien joué jusque-là. Il a raté. Très bien, c'est qu'il prend l'avantage par les coups qu'il a joués auparavant. Et là, finalement, il se relâche un peu. Bon, c'est le 40e coup, c'est très important quand même. Le 40e coup, c'est le dernier coup avant le contrôle-temps, puisque les joueurs ont un temps limité, bien sûr. Et là, donc Kramnik peut-être devait manquer de temps et a dû trouver quand même un coup pour accélérer la cadence. Ouais, alors, donc tour D5, mais en fait, semble-t-il, après analyse, tour G2 avait l'air très fort. Oui, tour G2, donc qui était un coup qui... Tout simplement, tour G2. Qui était plus ambitieux, donc pour lui... Qui met la pression sur le fou G1. En cas de prise du fou, eh bien dans ce cas-là, on pourrait prendre de la tour, et le pion H4 semble perdu. Tour G2 attaquait, oui, les faiblesses plus rapidement que tour D5 en tout cas. Et l'autre coup possible pour Topalov aurait été fou E5. Fou D4, oui, plutôt. Fou D4, pardon, et Kramnik aurait répondu par fou E5, voilà, tout simplement. Et là, le fou, là aussi, doit s'échanger contre le fou, et les noirs sont très actifs, deux pièces très actives dans le camp ennemi. Un roi blanc sur la bande, quand même. Un roi blanc qui est complètement sur la bande, et ils vont essayer ensuite, les noirs, de remonter et d'attaquer les faiblesses, notamment le pion F5 faible, voilà, et toujours de créer des menaces contre le roi blanc. Donc voilà ce qu'a sans doute raté Kramnik pour continuer la partie de façon plus incisive. Donc tour D5 évidemment est un bon coup aussi, mais peut-être pas le plus fort. Tour G2 avait l'air très fort. Donc maintenant Topalov joue fou F2. Voilà, il veut éviter l'échange avec le fou. Et maintenant donc on fait intervenir la dernière pièce, celle qui ne demande qu'à jouer. Et là, en finale, évidemment. Il incite Kramnik à essayer d'échanger du cavalier, et avec les fous de couleur opposée, c'est maintenant donc les blancs qui essayent de s'en sortir par la partie nulle en fait. Exactement. Donc roi E7. H5, donc là Topalov joue H5, il veut peut-être... libérer une petite case pour le fou. Libérer une case pour le fou, fou H4, échec, voilà la possibilité. Donc cavalier prend F2, ça y est, Kramnik échange, donc on peut dire que là ça va être très dur pour gagner cette partie. On va voir qu'après roi F2 et roi F6, les noirs ont toujours l'avantage, mais les fous de couleur opposée ne permettent pas vraiment de gagner. Oui, exactement. On va voir la suite quand même. On va voir que c'est quand même intéressant. Kramnik a essayé de gagner par tous les moyens. Après roi F3, tour D4. Voilà, donc pression tout de suite encore une fois sur le pion B4. Maintenant par contre, les blancs peuvent jouer B5 puisque le pion C5 n'est plus attaqué. Tour C4. Et voilà, il va récupérer ce pion Kramnik. Donc pion prend C6, pion prend C6. Tour B6, attaque le pion C6, et on voit qu'après tour C5, Topalov a tout vu, puisque le coup fou E4, qui rajoute une pression sur le pion C6, permet de récupérer ce pion C6 oui, donc sans difficulté. C'est quand même important, puisque c'est vrai que le pion C6 ne pourra même pas avancer puisqu'il est cloué. On voit que il y a le roi en F6. Le roi est bloqué, effectivement. Donc, et puis c'est quand même important la tour fait échec. Qu'il ne perde pas de pion sur l'aile opposée, puisque ça compliquerait les choses. Quand on a il va probablement perdre un pion dans cette partie, comme on va le voir, mais il vaut mieux qu'il perde ce pion sur la même aile. C'est très important. Voilà, alors Kramnik tout de suite joue roi G5, donc il menace en fait tour échec, et ensuite de bouger le pion en C5
Voilà. Donc là, il n'a pas le choix, Topalov, il faut jouer tour prend C6. Donc tour prend C6 qui perd un pion directement. Alors, on mais pourrait faire- si on échange les tours, ça va être nul. c'est très important. Donc, Fou prend. encore une fois, donc roi prend F5 par On exemple. prend roi prend F5, mais là c'est nul, il Mais- suffit de jouer un coup comme Bah, il faut tout simplement jouer un coup comme fou E8. fou E8, attaquant le pion F7, et on va protéger son pion H5. Et avec les noirs, en fait, on remarque, là la défense est facile, imaginons qu'on joue F6, mais tout simplement, les blancs ne bougent plus le roi. Et ils vont- et attendre avec leur fou sur cette Et diagonale. ils attendent sur cette petite diagonale, tout simplement. Fou G6, fou E8, fou G6, fou E8. Si le roi vient embêter le fou en E7, eh bien on peut enlever le fou tout simplement ici et le remettre sur la case G6. C'est impossible de passer avec les noirs, on s'en convainc assez facilement. Tour prend C6, donc on évite l'échange des tours. Kranik la joue pour gagner, là. Il joue pour gagner. Oui, bah, évidemment. Et de toute façon, avec un roi en G5, il est obligé de tenter. Il va gagner un pion. On va voir, c'est Mais- très difficile, mais c'est une bonne leçon cette partie de savoir comment on ne peut pas gagner avec des fous de couleur opposée, même quand il y a des tours. Il faut, Ouais. on peut y arriver avec les tours, c'est plus fréquent que quand il n'y a que les fous d'ailleurs. Je crois que Kramnik s'amuse un petit peu aussi. Hein. Mais il s'amuse un petit peu. Oui. Parce que Kramnik, on va dire que Topalov, Topalov Il fait mariner un peu, quoi. véhicule quand même une image de joueur qui est extrêmement combatif, qui joue toutes ses parties jusqu'au bout. Kramnik, Donc il lui renvoie la balle. Kramnik lui renvoie la balle. Il lui dit voilà, bon, on va jouer jusqu'au bout. Mais à ce moment-là, on pourrait dire déjà que la nulle entre les deux joueurs Elle est acquise. pour être acquise, conclue. Voilà. déjà. Mais c'est vraiment, il le joue pour l'énerver. Voilà, exactement. Il lui dit voilà, bon bah, si ta dernière partie avec les blancs, profite un petit peu de la position désirable que tu as. quoi. Ouais, voilà, C'est un petit exactement. peu, Voilà, il énerve, quoi. C'est ouais, psychologique. c'est plus du sadisme que Que des échecs. Ouais, non, mais ça, on comprend tout à c'est fait. important dans un match comme ça. Hein, Voilà, psychologiquement, il veut l'embêter un peu. Tour B6, tour A3, échec. Roi G2, on attaque le fou, attention. Donc fou C7, on enlève le fou. Tour B7, attention, puisque le fou est attaqué et le pion F7. Donc le seul coup qui ne perde pas, c'est tour C3, qui ne perd pas de pion. Au tour Protège le C3, fou. défend le fou. Roi F2, ça y est, maintenant c'est l'heure. On prend le pion, mais c'est pas suffisant. Deux pions face à avec des fous de couleur opposée. Il suffira que ce pion s'échange contre un des deux. Ensuite, on pourra même sacrifier le fou. Ah, attention, ça sera pas si simple que ça. Ouais, mais enfin, on peut. On peut. Tour, mais, tour et fou contre tour, ça gagne presque tout. Enfin, ça fait nul presque tout le temps. Oui, j'imagine Sauf dans des cas. que Topalov sait faire nul avec une tour contre tour et fou, mais ce serait quand même très désagréable. Hein. C'est très désagréable à jouer parce que Kramnik l'aurait joué jusqu'au bout. Voilà. Il aurait fallu tenir 50 coups. 50 coups, je me demande s'il n'y a pas plus. Non, peut-être que c'est 50 Peut-être coups. peut-être c'est une finale ou peut-être on peut permettre 75 coups. Oui, C'est possible, peut-être. il y a des exceptions, je crois. Voilà, donc Effectivement. il y a toujours des règlements comme ça. Alors, fou D5, F6 maintenant, comme ça on prend. Mais on voit bien que là, il y a un problème, c'est qu'avec ce pion, maintenant, le fou va rester là et on ne pourra plus jamais se développer puisqu'il y aura la prise en passant. Et donc, on ne pourra plus jamais bouger. Donc après, roi E2, roi G4, on va voir qu'il va y avoir une tentative, mais que rien n'est possible. Fou E4, roi Oui, F4. parce que le fou va rester sur la diagonale B1, E4. Il va rester là, le fou, et voilà, il contrôle très bien tout. Et la tour en B7 est quand même assez active aussi, enfin la tour, Cette la tour tour est blanche. active, bien sûr. Donc toutes les pièces blanches permettent de tenir la position avec un pion de moins. Fou D3, tour C5. Une possibilité pour les noirs aurait été, en gardant le fou, de sacrifier, si ça avait été possible, mais ça l'est pas, contre tour et pion et fou. Oui, mais même de toute façon, je crois que ça. Peut-être pas si facile à jouer quand même. Hein. Je pense que C'est ça une mène, possibilité. ça devrait mener à la nulle, hein, de toute façon. Tour C5, tour B4 échec, roi G3, donc Kramnik essaie de la jouer à fond, hein, comme on le voit, il met le roi en position d'attaque. Moi, je dirais qu'on tourne en rond là. Tour C4, tour échec, on tourne en rond, tour E4, tour A5, tour E3 échec, roi G2, fou E4 échec, roi H2, donc là le roi est quand même pas très bien placé maintenant en H2. Et après tour B3, encore un petit échec en A2, roi D3. On voit bien que ça gesticule. Fou F4. La situation au niveau des pions n'a pas évolué. N'a pas évolué. Les fous et les cavaliers, les fous et les tours ont bougé, mais à part ça, c'est le statu quo. C'est le statu quo. Roi C4, et après tour E2, eh bien, Topalov joue roi D5, et les deux joueurs s'accordent pour faire partie nulle. Ouais, mais c'est impossible pour les noirs de déplacer ces pions qui sont complètement bloqués sur case blanche, ils ne pourront jamais passer.
En 4G5, évidemment, il y a la prise en passerelle. C'est toujours amusant d'ailleurs de penser à ce qui se passe dans la tête des joueurs dans ce genre de situation, puisque ça fait 15 coups qui tournent en rond, qui moulinent, on va dire. Oui, c'est ça. Et à quoi pensent les joueurs lorsque le score est déjà acquis, on va dire 1 heure avant que la feuille de match donc, soit signée, que la nulle soit faite. On peut dire oui, non, mais comme tu disais, je pense que Kramnik voulait embêter psychologiquement Topalov, lui dire bon, mais voilà, moi aussi je vais jouer mes parties jusqu'au bout, j'ai un pion de plus, je vais essayer de la gagner. Oui. Et bon, Topalov est obligé de défendre une position qu'il sait évidemment défendre et sur laquelle il ne peut pas perdre, sauf à faire une faute de main. Ça peut arriver une faute de main aux échecs, ça arrive des fois. Oui, ça arrive. C'est très rare. Faute de main, ça arrive, c'est vrai. C'est vrai qu'aux échecs, il faut quand même. Quand on touche une pièce, on doit la jouer. Voilà, donc si on touche la mauvaise, des fois ça peut arriver. Mais dans ce championnat, c'est vrai que. Il n'y a pas eu de faute de main. Il n'y a pas eu de faute de main, mais il y a eu des litiges, donc il aurait pu en avoir un nouveau. Quoi. Ouais, tout à fait. En tout cas, très jolie 11e partie. Très belle défense de Kramnik. Maintenant, il reste à Kramnik une partie pour l'emporter et l'aller blanc. Voilà, donc bon, ça reste très très ouvert ce championnat. A noter que son manager a déclaré de toute façon on ne reconnaîtra pas le titre de Topalov, puisque maintenant Kramnik, même s'il perdait la dernière partie, la 5e n'ayant pas été jouée sur l'échiquier, de toute façon, ce ne serait pas clair. Il dit, et si c'est parti nul et que Topalov l'emporte au tie-break, eh bien en fait, si on avait joué la 5e et que Kramnik avait fait nul, eh bien il aurait été sacré champion du monde. Donc de toute façon, le cran Kramnik a dit qu'il ne reconnaîtra pas de toute façon maintenant le titre de Topalov. Il aurait fallu peut-être que Topalov gagne avec 2 points d'écart. Mais là, c'est terminé, il ne pourra pas gagner avec 2 points d'écart, donc c'est pas... Il peut le reconnaître si quand même la fédération leur fait rejouer cette fameuse 5e partie. Oui, voilà, c'est ça. Mais, il impose des conditions qui sont difficiles à accepter, mais qui pourraient être acceptées si le titre de Topalov n'était pas reconnu en justice. Ou alors il faudrait à nouveau refaire ce match. On verra la suite. Donc là, ça va être passionnant, y compris dans les mois qui suivent. S'il y a action en justice et tout, ça va être génial. On va s'éclater. Alors, à bientôt maintenant pour poursuivre la fin de ce match. Fantastique quand même, avec des rebondissements, y compris en dehors de l'échiquier. C'est énorme. À bientôt.